Eh bien, bonjour tout le monde. Là, c'est 9h30. J'espère que tout le monde sera un peu plus éveillé que hier, y compris moi. Donc, j'espère que ça va être un peu plus vivant que hier matin. Donc, on va considérer les dernières étapes dans le cycle de réplication virale, l'assemblage et la libération de particules. Donc, il faut se mettre un petit peu dans l'idée que, OK, on a exclu des protéines virales, on a répliqué le génome. Maintenant, la dernière étape, c'est de les remettre ensemble pour refabriquer des particules virales infectieuses. Et donc, on va voir que ce processus n'est pas distribué vaguement partout dans la cellule infectée. Il y a des sites de production virale, des sortes de véritables usines de production de particules virales chez la cellule infectée. Puis ensuite, tout le reste de ce processus va dépendre beaucoup plus de la structure de la particule que de la composition du génome. Donc pour les stratégies de réplication et d'expression du génome, c'était fortement dépendant de la classe de Baltimore du virus, de la composition de son génome. Or, pour le mécanisme d'assemblage et de libération de la particule, ça va dépendre de la structure du virion. Okay, surtout s'il s'agit d'un virus enveloppé ou nu. Alors, donc, on aura, donc tous les virus vont devoir résoudre ces différents problèmes. Former la capside à partir de sous-unités protéiques, mettre l'ADN à l'intérieur de la capside et l'ADN ou l'ARN viral, pas les acides nucléiques cellulaires. Et une fois qu'on les a fabriqués, il va falloir libérer ces particules et ça va dépendre si on a une particule virale enveloppée ou nue. Donc, première partie, site de production. Donc, pour la majorité des virus à ADN, la réplication du génome se fait dans le noyau. Et donc, le génome viral, les copies restent à l'intérieur du noyau. Donc, le site de production de particules virales sera à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire que les protéines de capside vont devoir être importées dans le noyau, former des particules virales dans le noyau, puis ensuite trouver un moyen pour se libérer. Une grande exception sont les... Donc, des fois, on peut voir des réseaux de particules virales, de virions formés dans le noyau de la cellule infectée avant la libération. Ou alors des corps d'inclusion intranucléaires qui sont les sites de réplication et de fabrication de particules virales pour les virus à ADN. Une grande exception est composée par les poxviridés, qui sont des virus à ADN qui se répliquent dans le cytosol, dans le cytoplasme. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les poxviridés ne se répliquent pas de façon diffuse dans le cytosol. Ils semblent induire la formation d'une sorte de ce qu'on peut considérer comme une sorte d'organite virale. Ces structures, ces vésicules intracytosoliques, où donc on a une membrane qui entoure l'ADN viral en train de se répliquer. Donc on a une sorte de séquestration de l'ADN génomique du virus dans ces sites de réplication virale. Et ensuite, ça va être le site où les particules vont se former petit à petit. Donc on a une sorte de mini noyau viral qui est produit dans les cellules infectées. Alors, pourquoi ils font comme ça? Donc, l'un des mécanismes cellulaires pour détecter une infection virale,
c'est basé sur la détection de la présence d'acides nucléiques, ADN ou ARN, avec une structure un peu bizarre ou une localisation anormale. Donc, dans une cellule normale, bon, évidemment, l'ADN, c'est dans le noyau ou alors dans la mitochondrie. De l'ADN n'a rien à voir dans le cytosol. Donc, si on détecte si les récepteurs de la réponse immune innée dans le cytosol détectent la présence d'ADN dans le cytoplasme, alors là, c'est une alerte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la cellule, ou alors la cellule est infectée. Donc, cette structure-là, formée par les virus, les poxviridés, empêche cette détection de la présence de l'ADN viral dans la cellule. Donc, du coup, la cellule infectée ne se rend pas compte que le virus est là. Donc ça, c'est quelque chose que l'on verra aussi par la suite pour le virus ARN. Alors, pour les virus ARN, tout se passe dans le cytoplasme ou éventuellement en association avec les membranes du réticulum endoplasmique. Mais pareil, on a cette sorte de concentration de protéines virales et d'acides nucléiques viraux dans des sortes d'usines de production virale. Donc pour le virus de la dengue, un exemple d'un flavivirus, ce qu'on peut voir, c'est que dans les cellules infectées, on a la présence de ces sortes de vésicules qui semblent être à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Donc sur cette image ici. Donc ça, c'est le cytosol. Ça, c'est la membrane du réticulum endoplasmique. Ça, c'est la lumière du réticulum endoplasmique. Et ça, ce sont des vésicules qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est une structure que l'on ne trouve absolument pas dans des cellules non infectées. Donc, c'est une structure induite par l'infection virale. Et à proximité, on voit les particules bourgeonnées. Donc, ça, c'est ces boules opaques ici sont de nouvelles particules virales qui sont produites par bourgeonnement dans le réticulum endoplasmique. Donc, ces vésicules, à peu près 100 nanomètres de diamètre, sont à proximité des sites de production de virus, mais ce n'est pas exactement la même chose. On ne voit jamais de particules virales bourgeonnant à l'intérieur de cette vésicule-là ou en partant de cette vésicule. Donc, à quoi ça sert? Et donc, ça, c'est un article publié en 2009 où ils ont regardé de près le positionnement des protéines virales, d'ARN viral et la structure trois-dimensionnelle de ces structures. Parce que ce qu'il était possible de faire, c'était de faire des coupes de 250 nanomètres d'épaisseur de cellules infectées et de passer ces coupes en cryotomographie électronique pour avoir une imagerie en 3 dimensions à l'échelle de dizaines de nanomètres. Donc c'est ce qu'on voit à gauche ici. Donc on voit en jaune la membrane du réticulum endoplasmique, en rouge, ça c'est les particules virales bourgeonnées, et en marron clair, ce sont ces structures-là, les vésicules à l'intérieur de la lumière du réticulum endoplasmique. Et on voit qu'on a une sorte de continuité entre les deux parties, parce qu'on a une sorte de pont ici qui rejoint donc la lumière du réticulum endoplasmique dans les deux cas. Alors, à quoi ça sert ces structures? Donc, par immunoélectron-microscopie, les auteurs de l'étude ont réussi à identifier que toutes les protéines non structurales du virus sont présentes à l'intérieur de ces vésicules. Et en regardant de près, ils ont remarqué que chaque fois que l'on avait une de ces vésicules, il y avait un petit trou là. Pareil ici, pareil là-bas. Donc, ici, ça c'est la lumière du réticulum endoplasmique. Ça c'est le cytosol.
Et en fait, ces vésicules, c'est une sorte d'invagination de la membrane du réticulum endoplasmique. Donc ici, c'est en continuité avec les cytosols. Et ce qu'on voit à l'intérieur, ce sont des protéines non structurales du virus et une énorme concentration d'ARN double brin qui sont les intermédiaires de la réplication du génome, ce virus. Donc en fait, on a une sorte de séparation dans l'espace, ici, pour les flaviviridés, entre le site de réplication de l'ARN, okay, qui est dans ces vésicules à l'intérieur de réticulum endoplasmique, et le site de bourgeonnement de particules qui sont à proximité, mais pas dans le même compartiment. Alors pourquoi séparer les deux choses? Et c'est encore une histoire de séquestration des acides nucléiques viraux. Donc l'ARN double brin qui est produit comme un intermédiaire lors de la réplication des virus ARN. Pareil que pour l'ADN, il y a des récepteurs cellulaires dans le cytosol qui peuvent détecter la présence d'ARN double brin ou de formes d'ARN un peu aberrantes que la cellule ne doit pas produire. Et donc, c'est ce qui permet d'alerter la cellule à la présence d'une infection virale. Donc, en séquestrant le site de réplication de l'ARN dans ces vésicules ici, le virus limite l'accessibilité de ces intermédiaires de réplication aux systèmes cellulaires qui sont là pour détecter la présence d'une infection virale. Et donc, ce qui semble se passer, c'est que donc, on a la traduction de la polyprotéine virale sur le réticulum endoplasmique rugueuse, sur des ribosomes ici. Ensuite, on va avoir des protéines non structurales qui vont partir dans ces vésicules et les protéines structurales qui vont partir de l'autre côté. À l'intérieur des vésicules, les protéines non structurales vont répliquer l'ARN génomique viral et les copies d'ARN brin plus vont repartir par ce pore et ensuite rejoindre les protéines structurales pour permettre le bourgeonnement de la particule virale. Donc le schéma, c'est un petit peu ici, donc c'est ce qu'ils ont publié dans cet article-là. Donc on a la traduction un petit peu sur cette zone-là, juste à la jonction entre la vésicule et le pore, et les protéines structurales qui partent d'un côté, protéines non structurales qui partent de l'autre. Et donc ça, c'est un mécanisme partagé chez l'ensemble des flaviviridés, même si les détails de la structure de cet compartiment membranaire diffèrent un petit peu selon le virus. Donc le virus d'hépatite C fabrique une structure un petit peu différente. Ok, et donc apparemment c'est la protéine non structurale NS4A du virus de la dengue qui est nécessaire pour déformer la membrane du réticulum endoplasmique et former ces structures-là. Alors, pour les autres exemples de... Ouais, okay. Donc ça, c'est pour les virus ARN brin plus et enveloppé. Pour les virus ARN brin moins enveloppé, bon, on a quelque chose qui n'est pas vraiment pareil. Donc on a un autre type de structure formée dans le cytosol des cellules infectées. Ce sont des énormes masses de ARN viral avec la nucléoprotéine virale. Qui se forment, donc ce qui donne des inclusions qui sont visibles en microscopie photonique, comme on peut dire. Donc par exemple, dans le cas de l'infection par le virus de la rage, ce qui est visible,
sur des coupes de cerveau de personnes tuées par l'infection. Ce sont ce qu'on appelle les corps négris dans les neurones infectés. Donc ça, c'est un neurone ici, là, donc noyau, cytosol, et ça, c'est le corps négri, là, donc visible en microscopie photonique. Donc quand on regarde en microscopie électronique, on voit que c'est ça, c'est d'énormes masses relativement difformes de nucléoprotéines et ARN viral. Et les particules virales vont bourgeonner à partir de cette structure-là. Donc pour les virus ARN brun-, la détection ou non-détection des intermédiaires de réplication, c'est un peu moins un problème. Si vous vous souvenez, on avait un ARN brun- dans la cellule, mais cet ARN est toujours associé avec donc la forme qui arrive, c'est pas un ARN nu, c'est un ARN brun- roulé autour de la nucléocapside. Et la polymérase ARN virale va produire soit des ARN messagers qui en fait chimiquement ont la même forme qu'un ARN messager cellulaire. Il y a un queue poly-A, il y a un coiffant 5'. Donc la cellule ne peut pas distinguer un ARN messager viral d'un ARN messager cellulaire. Ensuite, pour les formes intermédiaires de la réplication, on n'a pas d'ARN double brun qui est formé parce que on aura transcription et puis ensuite l'ARN brun plus qui sera formé, il ne va pas former un duplex avec l'ARN brun moins parce que c'est l'association avec la nucléoprotéine tout de suite qui empêche le détachement, le glissement et tout ce mécanisme-là qui est là pour fabriquer les ARN messagers. Donc, dans le cycle de réplication des virus ARN, les mononégas virales, on n'a pas vraiment la formation de ces structures d'ARN double brun qui peuvent être détectées par les mécanismes de défense cellulaire. Donc, du coup, il y a un peu moins de nécessité pour le virus à former des structures qui vont séquestrer les sites de réplication virale du cytosol. Alors, donc ça c'est pour les mononégas virales. Pour les orthomyxoviridae, c'est une exception. Leur réplication se fait dans le noyau. Donc du coup, les protéines qui forment les nucléocapsides, nucléoprotéines et aussi les trois sous-unités de la polymérase, PA, PB1, PB2, ont des signaux de localisation nucléaire, et donc ils sont importés dans le noyau. Les nucléocapsides sont... Ah d'ailleurs, ouais, je vais dessiner ça. Ok. Donc, on a des copies d'ARN brun-, segment génomique, PA, PB1, PB2, nucléoprotéines, et ce qui va jouer un rôle très important, c'est la protéine de matrice. Donc, toutes ces protéines-là, matrice majeure, M1, toutes ces protéines-là ont des signaux de localisation nucléaire. Donc, elles seront importées dans le noyau. Et on aura la formation de... Attends, je vais dessiner ça comme une petite boule. De nucléoprotéines virales dans le noyau qui vont être recouvertes de protéines de matrice. Or, la protéine de matrice, elle est dotée d'une
NLS, signal de localisation nucléaire, et un NES, signal de sortie nucléaire. Et dans le complexe, ici, le NLS, signal de localisation nucléaire, est caché. Donc c'est recouvert entre les différentes protéines. Donc du coup, les structures ici sont exportées. Et la taille de ces nucléocapsides est relativement petite. Donc elles peuvent rentrer et sortir à travers des ports nucléaires. Donc ça c'est chez les orthomyxoviridae, formation des nucléocapsides intranucléaires et pas vraiment de corps d'inclusion ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas cette sorte de phénomène de grande association de sites de production de particules virales. Ok, donc ça c'est le concept site de production de nucléocapsides. Alors ensuite, comment on va fabriquer la capside à partir des monomères de protéines. Donc deux ou trois grandes lignes. Donc soit ça va être la capside va se former autour de l'acide nucléique viral, et c'est vraiment le cas pour les virus avec des capsides hélicoïdales. Le virus de mosaïque du tabac ou les mononégavirales, c'est que les nucléoprotéines vont s'associer avec l'ARN viral et vont s'enrouler autour ou se complexer avec l'ARN. C'est aussi un petit peu le cas chez les rétrovirus. Donc, les protéines de capsides vont s'associer avec la membrane plasmique et en l'absence d'un ARN, le bourgeonnement sera très peu efficace. Donc on aura les protéines de capsides qui forment une couche à l'intérieur de la membrane, et il faut vraiment la présence d'une ARN pour les aider à reformer et former une structure fermée. Et donc ça c'est généralement de l'ARN viral qui est nécessaire, mais en fait si on exprime les protéines de capsides toutes seules de certains rétrovirus, on peut avoir la formation de particules, donc c'est pas strictement nécessaire, même si ça fait partie du processus. C'est pour ça que j'ai mis ça en grisé ici. Dans d'autres cas, on n'a pas besoin d'acide nucléique viral du tout, on peut exprimer des protéines virales et elles vont spontanément former des capsides. Donc ça c'est le cas pour les caliciviridae, par exemple le norovirus, les capsides de norovirus que l'on a utilisés en TP, pour mettre en évidence la fixation ou non du virus sur les mucines. On peut le faire pour ce type de virus parce que on exprime la protéine de capside, ce que j'appelle VP1, et ensuite, ils font spontanément des capsides icosahédriques. C'est aussi vrai pour les papillomaviridae ou les polyomavirus. Donc, dans tous ces cas, ça permet la production de particules pseudo-virales. Donc une capside vide qui ne renferme pas l'acide nucléique viral. Et c'est très pratique pour la production de vaccins. Donc le vaccin contre le papillomavirus humain, c'est une capside vide qu'on peut faire parce que les protéines de capside ont cette propriété de auto-assemblage. Alors, je dis auto-assemblage, mais ce processus, souvent, c'est dépendant de la présence de protéines chaperones cellulaires qui vont empêcher l'agglutination de protéines de capsides dans des masses ou qui vont empêcher le mauvais repliement de protéines de capsides et qui va les permettre de s'associer de façon ordonnée.
Donc, auto-assemblage dans le sens que il n'y a pas besoin d'un autre cofacteur viral, ni acide nucléique, ni protéine. Alors, en grisé, on a les picornaviridés. Donc, les protéines de capside toutes seules sont capables de s'auto-associer, mais la structure qui est formée n'est pas stable. Donc, on a quelque chose qui est un petit peu partiel et en fait, on a besoin de l'encapsidation de l'ARN viral pour permettre la dernière étape de la morphogenèse de la particule. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui pose un problème pour la production de certains vaccins. Donc, comme j'avais dit, une des infections à picornavirus qui est le plus problématique dans le monde, c'est la fièvre afteuse. Et la vaccination n'est pas considérée comme une mesure suffisante pour garantir qu'il n'y a pas de virus qui circule. D'une part parce que les vaccins actuellement sont basés sur des particules, les virus inactivés chimiquement. Et aussi, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment très facilement distinguer un animal vacciné d'un animal infecté. Parce qu'il développe des anticorps contre tout un tas de toutes les protéines virales. Donc, il y a un effort qui était donné pour, et donc on pourrait se dire, bah, si on pouvait faire un vaccin dérivé de VLP, ce serait plus propre. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir un vaccin qui serait plus efficace et aussi permettrait de distinguer sérologiquement les animaux vaccinés des animaux infectés. Et ça a été fait donc avec un petit peu de génie génétique et en compréhension des différentes étapes dans la voie de maturation de ces particules, on a réussi à le faire. Mais néanmoins, c'était un grand problème depuis un petit moment. Et donc, dernière possibilité, c'est l'échafaudage de la capside, enfin, production de capside autour d'un échafaudage ou de protéines virales. Donc ça, c'est le cas chez les herpesvirus. Donc, juste pour regarder ça chez les picornas, ce qui facilite l'auto-assemblage chez les picornaviridae, c'est la synthèse des protéines, initialement sous forme de polyprotéines. Donc, toutes les protéines de la capside, VP1, 2, 3, 4, sont synthétisées ensemble, initialement, sur le ribosome. Et le premier clivage par la protéase 2A va libérer cette polyprotéine P1. Donc, puisque les 4 protéines de capside sont déjà dans la même polyprotéine, bah, elles s'associent tout de suite ensemble, okay, pour former cette sorte de brique qui associe VP1, VP2, VP3 et VP4 en jaune. Donc ça forme une sorte de petite association des 4 protéines qui donnent des particules avec une vitesse de sédimentation 5S. Donc on peut les détecter dans les cellules infectées. Alors ensuite, la protéase 3C va cliver VP3 et VP1. Et c'est ça qui va permettre l'association de ces hétérotétramères ou ces sous-unités 5S ont formé 5 copies de cette particule 5S, vont former un pentamère 14S. Et c'est 12 copies de ce pentamère qui vont former une capside, 75S. Donc cette capside-là est vide. Donc c'est juste les protéines de capside virale qui se forment spontanément à partir de ces pentamères 14S. Mais ces particules-là ne sont pas stables et donc il y a un équilibre entre la formation et la dissociation de ces particules.
Donc c'est une structure relativement ouverte, les capsides sont en train de se former, se déformer, se refaire comme ça. Ce qui change, c'est l'encapsidation du virus. Et puis, curieusement, ça permet le dernier clivage entre VP3 et VP1. On ne sait toujours pas vraiment comment ça marche parce qu'il n'y a pas de protéase virale qui est enfermée à l'intérieur de la particule virale. Donc, on a l'association, la morphogénèse de la capside en plusieurs étapes chez les picornavirus. Donc, on a d'abord le fait que les sous-unités sont associées en polyprotéines. Ensuite, leur association en structure plus complexe est orchestrée par le clivage protéolytique. Dernière étape, c'est l'encapsidation et finalement la maturation. Donc pour les picornas, on comprend très bien comment ça se passe. Ce sont des virus qui ont été étudiés intensivement depuis 30 ans, plus que ça, en termes de leur structure, facilement depuis 30 ans. Alors, auto-assemblage, d'autres exemples chez les polyomaviridés comme SV40. Les protéines VP1 et VP2, VP3 sont synthétisées sur les ribosomes dans le cytosol. Elles vont spontanément s'associer avec un pentamère de VP1 et une copie de VP2 ou de VP3 à l'intérieur du pentamère. Et ensuite, ce sont les pentamères qui sont importés dans le noyau. Et l'assemblage va se faire autour de l'ADN viral dans le noyau. Pour les adénovirus, la particule virale est un peu plus complexe, mais c'est un peu le même type de scénario. Les protéines qui forment la capside, la spicule, la pentone et l'exone, sont synthétisées évidemment dans le cytosol. La spicule, protéine de fibre, forme spontanément des trimères. La protéine 3 qui forme les pentons va spontanément s'associer en pentamère. Une fois que les deux sous-unités sont synthétisées, elles vont s'associer ensemble. Et puis toutes ces structures-là rentrent dans le noyau. Pour le hexone, c'est un truc un peu curieux. Le hexone est formé de 3 copies de la protéine 2. Donc la protéine 2 comporte 2 domaines beta barrel jelly roll, si vous vous souvenez de cette structure-là. Donc une forme hexamérique, il faut 6 domaines beta barrel jelly roll. Dans la protéine 2, il y en a 2 par copie de la protéine, donc on a 6 domaines qui permettent de former ces structures très rigides. Donc les trimères de protéine 2 ne forment pas spontanément, il faut l'action d'une chaperone virale. Donc la L4 va s'associer avec un monomère de protéine 2 et ensuite va se dissocier quand 2 autres copies de L4 plus protéine 2 arrivent pour les mettre ensemble. Donc on a association spontanée ou sous le contrôle de chaperone virale des éléments de structure de la capside dans le cytosol. Chaque élément de structure est importé dans le noyau et c'est là où la dernière étape de morphogénèse de la capside va se faire autour de l'ADN viral. Et dernier exemple, formation de la capside autour d'une protéine d'échafaudage viral. Ça, c'est chez les herpesvirus. Donc, herpesvirus, grand virus à ADN, cycle de réplication nucléaire. Donc, toute la formation de capside va se faire dans le noyau. Alors, ce qui se passe, c'est
un petit peu, c'est totalement différent des adénovirus ou des polyomavirus. Donc, dans le cas des adéno et polyomavirus, la capside se forme autour de l'ADN viral. Ici, ce n'est pas le cas. D'abord, on va synthétiser une capside vide et on va passer l'ADN viral à l'intérieur. Donc, on en est où là? Ah, ok. Et premièrement, on va former une capside qui est un petit peu, qui n'est pas creuse, qui est remplie de la protéine VP22A. Ensuite, la protéine VP22A sera dégradée par la protéase et donc on va creuser à l'intérieur. Et donc, tout ça va se passer sur le feuillet interne de la membrane nucléaire. Donc, c'est initialement la protéine de pore qui s'appelle UL6 qui va s'associer ici avec un petit peu de la VP22A. Et ensuite, les protéines de capside majeures VP5 vont avec VP22A vont s'associer autour. Et donc, il faut imaginer un petit peu VP22A plus VP5, c'est comme des segments d'orange. Okay, donc on a des structures qui vont être un petit peu comme ça. Et petit à petit, on va les rajouter et ça va nous faire une structure sphérique. Donc on forme une structure un petit peu comme ça. Ensuite, la protéase virale va dégrader VP22A en petits peptides, ou en tout cas va détacher la majeure partie de la protéine de la protéine VP5. Et du coup, les parties qui sont détachées vont pouvoir quitter la particule par le portail. Et donc c'est comme ça qu'on a fabriqué une capside creuse. Et ensuite, l'ADN viral sera poussé ou physiquement transporté à l'intérieur de la particule par une ATPase qui pousse l'ADN à l'intérieur de la particule. Donc il faut utiliser de l'énergie métabolique pour le faire parce que on a une forte concentration de charge négative à l'intérieur de la particule. Et si on veut mettre plus d'ADN à l'intérieur, à proximité de toutes ces charges négatives, c'est fortement défavorable sur le plan thermodynamique. Donc, c'est un ATPase qui arrive à faire ça. Alors, on finit par avoir des capsides matures à l'intérieur du noyau. Et ensuite, la sortie, c'est un grand problème parce que ces capsides-là sont trop grosses pour passer le portail, les ports d'entrée nucléaire. Pour les orthomyxoviridae, ce sont des petits nucléocapsides hélicoïdales, assez petits pour sortir. Ici, on a quelque chose qui a un diamètre de 100 nanomètres facilement, donc c'est trop gros pour passer à travers les ports d'entrée nucléaire. Donc on a un système assez complexe pour la sortie des capsides des herpesvirus. Première étape,
on aura le bourgeonnement de ces particules intranucléaires à travers la membrane nucléaire. Donc on a une structure en double membrane ici, donc on a une sorte de lumière entre les deux membranes qui composent l'enveloppe nucléaire. Donc on finit par avoir des particules virales enveloppées et on a incorporé les protéines virales dans cette membrane. Et cette particule-là va fusionner avec l'autre côté de la membrane nucléaire. Et donc c'est comme ça que l'on a la libération des capsides matures dans le cytosol. Et dans un deuxième temps, ces capsides vont bourgeonner encore une fois dans la membrane du réticulum endoplasmique. Pour donner des particules virales matures dans le réticulum endoplasmique qui ensuite vont être sécrétées via le Golgi. Donc, mais qui est complexe, ok? On a besoin de plein de protéines virales à toutes ces étapes, ici, là. Donc, mais avec un génome de 120 à 230 kilobases de longueur, il y a la place pour faire tout ça. Code viral, ok, j'ai noté ça, ce sont des bactériophages, lambda, T4, des choses comme ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que les étapes dans la morphogénèse de la capside des herpès virus, c'est vraiment très très proche de ce qui se fait pour la formation de la tête de ces bactériophages. Et donc, probablement, c'est une raison qui fait penser que probablement les herpès virus et les codes virales font partie de la même superfamille de virus à ADN. Et que, en fait, les herpès virus, c'est un peu la version eucaryote des bactériophages T4, lambda et tout ça. OK. Donc, petite question très simple pour vous. Donc, on peut former les VLP des particules de virus de papilloma humain dans des systèmes d'expression eucaryotes, mais si on essaie de le faire chez Escherichia coli, ça ne marche pas. OK, tout le monde a fait son idée. Donc, qui dit A? La VP1 s'exprime mal chez les colis. Qui dit B? Elle est toxique? Non. Qui dit C? On a besoin des chaperones eucaryotes? Ouais, c'est ça. OK. C'est exactement ça. Mais en fait, quand on a un défaut de production de protéines en système coli, toutes ces enfin, OK,
le sait là, mais les autres sont aussi des possibilités qu'il faut tenir en compte. Donc ça, c'est possible parce que des fois, les codons d'initiation et tout ça, et le contexte de l'AUG, ça peut être relativement mal géré par colis. Donc des fois, il y a un travail à faire sur la construction de la protéine qu'on souhaite exprimer et pour permettre une expression efficace dans le système prokaryote. Ça aussi, c'est vrai pour certaines protéines virales. Les viroporines, qui sont essentielles peut-être pour la libération des particules virales, des fois, ça forme des trous dans les membranes et puis ça peut être toxique. Ça aussi, c'est vrai pour la production de certaines protéines dans le système prokaryote. Le cytosol bactérien ne permet pas la formation de ponts disulfure. OK. Donc, on forme la capside et un des problèmes pour les virus, c'est d'assurer que l'on a le bon acide nucléique dedans, c'est-à-dire le génome viral et pas d'ARN ou d'ADN cellulaire. Alors, pour la plupart des virus, on a deux solutions. Une, c'est d'avoir une séquence d'empaquetage spécifique dans le génome viral qui sera reconnue soit par les protéines de capside directement ou alors par d'autres protéines virales qui sont impliquées dans la formation de capsides. Donc soit c'est les structures secondaires ou les séquences qui sont spécifiques. Donc, dans beaucoup de cas, on a beau chercher une séquence d'empaquetage qu'on appelle PSI, on ne le trouve pas, mais néanmoins il y a un empaquetage spécifique. Et on va faire un point sur le problème particulier des génomes segmentés. Donc pour les séquences d'empaquetage, premier exemple, la séquence PSI. Premier exemple, c'était identifié chez le virus du mosaïque du tabac, où on a une séquence qui se trouve à peu près à 1 kilobase de l'extrémité 3' de l'ARN génomique. Et donc on a une séquence d'ARN qui forme une structure caractéristique en, je sais pas, une sorte de petite tige boucle là. Et cette tige boucle va être va interagir spécifiquement avec les anneaux de nucléoprotéines. Et c'est l'interaction avec cette structure en tige boucle avec l'anneau qui va démarrer la formation de la nucléocapside. Donc on a une séquence d'encapsidation qui est spécifiquement présente dans l'ARN viral, pas présente dans les ARN cellulaires et qui forme une structure secondaire spécifique qui interagit avec les protéines de capside. Donc ça c'est le grand exemple classique. Et du coup, pour d'autres virus, ARN et ou ADN, on est allé chercher les séquences d'encapsidation. Donc chez les rétrovirus, on a quelque chose de semblable qui existe. Donc à la région 5' de l'ARN génomique, ça c'est le PBS, site de fixation de l'amorce. Donc on a un ARN de transfert cellulaire qui va se fixer ici. Et juste en aval de cette séquence-là, on a la séquence d'encapsidation du rétroviral. Et cet exemple, c'est spécifiquement chez le VIH. Donc on a une séquence d'ARN qui, pareil, forme des structures secondaires. Et ces structures secondaires vont interagir avec la protéine de nucléocapside. Et c'est ce qui va permettre au virus d'encapsider l'ARN viral et non pas des ARN cellulaires. Alors, un autre truc qui est un petit peu sympa ici, c'est que la séquence d'encapsidation du VIH1 comprend le site donneur d'épissage. Donc si vous vous souvenez, on a hier, lors de site d'application de VIH, on a l'expression des gènes précoces qui sont épicés et des gènes tardifs qui sont non épicés. Donc évidemment, c'est la forme non épicée qui va contenir toute l'information génétique du virus.
Donc le virus, il doit impacter dans la particule les ARN non épicés. Sinon, il va impacter un petit bout du génome. Et donc là, ce sera une particule non infectieuse. Et donc ça, c'est un mécanisme assez astucieux parce que les formes non épicées vont comprendre la séquence d'encapsidation, tandis que les ARN viraux épicés, bah voilà, on va arriver jusqu'ici, on va sauter la deuxième moitié de la séquence d'encapsidation. Donc les ARN viraux épicés ne peuvent pas être encapsidés. Alors, chez certains virus à ADN, on a un peu le système semblable. Donc, chez les adénovirus, ici, c'est une extrémité de l'ADN génomique, ADN double brin. L'extrémité, c'est la région répétée inversée. Ici, c'est notre gène E11, le premier à être exprimé. Donc, on a des éléments d'enhancer sur le promoteur qui permettent l'initiation de cette transcription-là. Et on a à la même région du génome ce qu'on appelle les séquences d'empaquetage. Donc, ces séquences-là sont nécessaires pour la fixation des protéines virales, qui sont L4 et 4A2. Et ensuite, les protéines de capsid vont se fixer sur la protéine virale L4. Donc, c'est comme ça que l'ADN viral, et non pas cellulaire, sera encapsidé. Pour les polymérvirus, pour les SV40, il y a un ou deux articles dans les années 90 qui ont défini une séquence d'empaquetage dans la région non codante à côté de l'origine de réplication. C'est un peu moins bien défini, je dois vous dire. Puis si on mute ces séquences d'empaquetage, on a une diminution de facteur de 2 ou 3 dans la libération de particules virales. C'est pas super bien. C'est dans les manuels, mais personnellement, je suis pas convaincu sur ça. Oui, ça c'est le mécanisme qui est publié, mais je suis pas vraiment convaincu de ça, moi. Alors, empaquetage sans séquence psi. Donc c'est le cas chez les picornovirus. Et pourtant, on a essayé de muter le virus dans tous les sens et essayer de trouver une séquence d'empaquetage. Malgré tous les efforts, il n'y a aucune séquence spécifique dans l'ARN génomique de ces virus à ARN qui est nécessaire, qui est spécifiquement reconnue par les protéines de capsid ou d'autres protéines virales qui permettent l'empaquetage. Donc, ce qui semble se passer, c'est qu'il y a une sorte de coordination entre la réplication de l'ARN viral par le complexe de protéines non structurales et l'assemblage des particules. Donc ici, c'est un peu les étapes dans la formation des capsides. Donc on a des pentamères de VP1, VP3, et puis VP2, VP4, qui peuvent donner des capsides vides, mais c'est seulement quand ces pentamères s'associent au complexe de réplication du virus où on finit par avoir un provirus ou un virus infectieux, une capside avec de l'ARN à l'intérieur. Et ça semble être lié à une interaction spécifique entre la protéine de capside VP3 et la protéine non structurale 2C. Donc on met les protéines de capside à proximité du site de réplication de l'ARN viral et du coup, bon, c'est l'ARN viral qui sont encapsidés et pas un ARN cellulaire. Et aussi, pas de séquence d'encapsidation, pas de séquence psi chez les flaviviridés non plus. Alors, on va faire un point sur le problème particulier du virus de la grippe, les orthomyxoviridés. Donc ici, on a un génome segmenté. Donc chaque segment génomique, une molécule d'ARN individuelle, va coder pour un gène. Donc pour avoir un génome complet,
une particule virale viable doit avoir une copie de chaque segment génomique. Alors, une copie, parce que si jamais c'est pas le cas, bon ben un truc ici, là, par exemple, il a incorporé 8 segments d'ARN génomique, mais il a 2 copies du segment 3 et 0 copie du segment 1. Donc cette particule virale ne code pas pour un génome complet. Et donc ce sera une particule non infectieuse, particule défectueuse. Alors, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on avait 2 modèles pour expliquer comment les orthomyxoviridae, le virus de la grippe, réussissaient à encapsider un génome complet à l'intérieur de la particule. Le premier modèle, c'est de poser qu'il doit y avoir un mécanisme qui permet d'incorporer une copie de à chacun des segments spécifiquement. Donc il y a un système qui gère ça. Et puis il y avait des gens qui étaient un peu enfin les contradicteurs qui disaient non, c'est pas ça. On a une incorporation aléatoire et en fait on a pas 8 segments génomiques par particule, mais on a plus, peut-être 10, peut-être 11. Et en fait, juste avec une association aléatoire, on aura de temps en temps une particule virale infectieuse parce qu'elle a au moins une copie de chaque segment génomique et puis peut-être une majorité de particules non infectieuses. Et jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il y avait des données publiées qui allaient dans un sens ou dans un autre. Donc cette question était vraiment résolue il y a une dizaine d'années avec une très belle étude de la structure des particules virales pendant leur bourgeonnement. Donc cette fois-ci, on prend une cellule qui est infectée, qui est en train de produire des particules du virus de la grippe. Et on prend des images en microscopie électronique, soit des particules pendant leur bourgeonnement, donc ça c'est la cytosol de la cellule, ça c'est la particule en train de quitter la cellule infectée, et donc on a des glycoprotéines enveloppes autour, et on devine des nucléocapsides à l'intérieur. Donc selon l'axe de la coupe, on peut faire des coupes ultra minces, comme ça. Et donc on voit l'enveloppe du virus, et on peut distinguer chaque segment de nucléocapside. Et systématiquement, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segments de nucléocapside. Un segment central et 1, 2, 3, 4, 5, 7 autour. Donc on n'a pas de particules produites avec 10, 11 segments de nucléocapside. Donc on a un système contrôlé. Et puis en plus, ce que l'on peut voir, c'est que si on prend des coupes plus loin dans la particule, on voit que l'on a peut-être un peu moins de segments ici, et finalement que 2 ou 3. Donc ça, ce sont des segments de nucléocapside qui sont le plus longues, qui ont de l'ARN 1 et 2, parce qu'ils sont plus longues. Et donc on peut voir que chaque particule virale qui est produite, vraisemblablement, contient une copie de chaque segment génomique dans une structure qui est très ordonnée. Donc c'est ce modèle-là qui est correct. Alors quel est le mécanisme? Donc ça c'est la structure de nos nucléocapsides. Donc c'est formé de l'ARN viral, la protéine de nucléocapside et les 3 sous-unités de la polymérase, PA, PB1 et PB2. Alors, 2 questions un petit peu, c'est bon, est-ce qu'on a l'incorporation ordonnée de ces segments génomiques, soit par des interactions ARN-ARN ou des interactions ARN-protéines? Et dans un deuxième temps, est-ce qu'on a une situation un petit peu comme ça, avec chaque segment qui va interagir spécifiquement avec un autre segment, ou est-ce qu'on a le segment central qui va gérer tout? Alors, difficile de voir comment on peut avoir des interactions ARN-protéines qui gèrent ça, parce qu'il faudrait que la même protéine distingue entre différentes séquences d'ARN. Vraiment peu probable. Donc les gens commençaient à regarder dans ce modèle-là, est-ce qu'il y a une interaction spécifique entre les différents ARN génomiques du virus?
Et donc ça, c'était fait assez joliment, je trouve, simplement par des expériences in vitro. Donc on purifie des ARN génomiques de chaque virus, de chaque segment génomique du virus, et on les met ensemble. On les incube ensemble, et puis ensuite on les migre sur le gel d'agarose. Donc ça, c'est le segment 6 ici, l'ARN génomique segment 7, et là, on les incube ensemble, on voit qu'il y a un changement de migration. Donc du coup, il y a un complexe qui est formé entre ces deux ARN. Donc là encore, les deux segments génomiques, là, on a un changement de migration. Donc on voit physiquement, il y a la formation d'un complexe. Donc les auteurs, ils ont testé toutes les combinaisons 2 par 2 possibles, et ils ont vu qu'ils ont pu lister un certain nombre d'interactions. Donc très simple, on propose qu'il y ait une interaction, on va le tester in vitro. Et à côté de ça, ils ont pris en compte les données d'imagerie de particules virales. Donc ça, c'est une sorte de reconstruction 3D de ce que vous voyez ici, là, les particules en corps de bourgeonnement. Et en fait, on peut placer dans cette structure-là, on peut savoir que ça, c'est peut-être l'ARN 1, et ça, c'est l'ARN... Non, ça, c'est le 1. Non, c'est L. Ça. Donc ça, c'est le 1, ça, c'est le 2. Les trucs les plus courts, ça va être le 7 ou le 8. Donc on sait quel segment génomique est où dans la particule. Donc en mettant ensemble leurs données de manip in vitro, la structure de la particule, ils ont sorti ces deux modèles possibles de l'organisation de nucléocapsides dans la particule. Donc le segment au milieu, c'est le numéro 4, qui va interagir avec le segment 7, le segment 8, le segment 2 ou 3. La seule incertitude qu'ils ont, c'est que les 2 ou les 3, on ne peut pas vraiment les distinguer en microscopie, dans les reconstructions de structures. Donc on ne sait pas vraiment qui est qui. Là. Le 1, le 2 et le 3, bon, ils sont un peu trop gros, de la même taille, donc on ne peut pas trop les distinguer. Donc là, on a ce type de modèle basé sur les données in vitro pour dire, voilà, il y a des interactions spécifiques entre les ARN de différents segments génomiques, et ça permet la formation de des particules qui sont ordonnées, qui ont une seule copie de chaque segment génomique. Alors ça, c'est vrai in vitro. Qu'en est-il pour le in vivo, dans des cellules infectées? Okay, parce que ça, c'est dans un petit Eppendorf, dans un bain-marie à sec, on va mettre des molécules d'ARN ensemble. Ça marche dans le système in vitro. Est-ce que ça marche comme ça dans la cellule infectée? Et donc, c'est pour ça que cet article a été publié. Donc, ici, ils réussissent à marquer les différents ARN viraux par différents fluorophores. Et donc là, on a le noyau, et donc on a les nucléocapsides qui sont marqués en différentes couleurs. Et donc, ils arrivent à regarder 4 à chaque fois. Et on regarde la colocalisation dans les cellules infectées. Alors, cette fois-ci, ils numérotent les segments génomiques avec la protéine qui est encodée, mais en fait, ça c'est le segment 1, segment 2, segment 3, etc. Donc ici, là, le HA, c'est le segment 4. Ils voient que bon, ils colocalisent avec lui-même. S'ils ont deux fluorophores différents pour la même molécule d'ARN, ok, bon, il y a 100%, il y a presque 100% de colocalisation. Ça va. Mais en fait, le HA, le segment 4, colocalise avec le segment 2, le segment 3, le segment 7 et le segment 8 dans les cellules infectées. Est-ce que ça corrèle assez bien avec notre modèle? Bah, assez bien finalement. Donc c'est celui qui était censé être au milieu. Dans les modèles basés sur les données in vitro, interaction avec le segment 7, avec le segment 8, avec le segment 2 et le segment 3. Donc il y a une bonne correspondance entre les données in vitro et in vivo ici. Ok.
Ok, bon, qui dit que c'est A, qui dit que c'est B, qui dit que c'est C, bon, et qui dit que c'est D. Oui, c'est D, c'est ce que j'ai dit. Mais en fait, ces différentes possibilités, ça c'est quand même les hypothèses qui ont dû être écartées. Parce que quand même, on a des éléments de structure qui sont présents dans l'ARN viral et pas chez l'ARN cellulaire. Donc c'était une bonne idée de se dire, ah oui, peut-être c'est l'IRES qui sert de séquence d'empaquetage. C'est faux, donc c'était écarté par les manips. Pareil, on peut se dire, voilà, c'est la protéine VPG, c'est attaché sur l'ARN génomique, peut-être c'est ça qui permet l'empaquetage spécifique de l'ARN viral. Pareil, ça a été testé, c'est pas ça. Donc j'ai essayé de proposer des alternatives valables. Comment on pouvait tester ça, par exemple? Any ideas? Bah, juste comme ça, on pourrait se dire, ok, on a un système génétique inverse, on peut transfecter nos cellules avec des ARN viraux. Ok. Mais si on manque l'IRES, donc on peut muter l'IRES et voir si c'est encapsidé. Mais s'il manque l'IRES, ben on ne peut pas traduire les protéines virales. Donc ça ne marchera pas. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de co-transfecter les formes wild type et mutées dans la même cellule. Et sur les particules qui sont libérées, on pourrait les cloner et séquencer un paquet et savoir si on a l'encapsidation des deux copies ou pas. Donc on peut faire des manips de ce type-là pour voir si l'encapsidation dépend de la présence d'une IRS ou non. Et en fait, non. Ok, donc dernière étape, en une petite dizaine de minutes, libération des particules virales. Donc, deux mécanismes, bourgeonnement ou pour les virus enveloppés. Pour les virus non enveloppés, deux mécanismes au moins. Classiquement, on a toujours dit que les particules nues sont libérées par un lyse de la cellule infectée. Donc ça, c'est vrai dans certains cas pour les adénovirus. Okay, adénovirus, on a la formation de capsides dans le noyau et elles sont libérées par la lyse de la cellule infectée. Et donc ça c'est provoqué spécifiquement par les protéines virales qui sont le Adenovirus Death Protein, ADP, et la protéine tardive L3, qui sont exprimées à la fin du cycle de réplication du virus. Pour d'autres virus nus, l'infection est quand même non lytique, c'est-à-dire que les cellules infectées vont pas s'éclater. Il y a peut-être un effet cytopathogène, mais il n'y a pas vraiment l'éclatement de la cellule infectée. Donc c'est le cas pour le virus de la poliomyélite. Et donc les nucléocapsides, les particules virales, sont formées dans le cytosol, mais qui sont ensuite englobées dans les vésicules à double membrane via un détournement de système d'autophagie. Et donc, ensuite, ces vésicules autophagiques vont fusionner non pas avec le lysosome, mais avec le Golgi, et c'est ça qui va permettre la sécrétion de particules virales à l'extérieur de la cellule. Parce que normalement, ce qui va être à l'intérieur de cet autophagosome va être détruit. Mais le virus détourne le système pour permettre la sécrétion du contenu de l'autophagosome. Ok, pour les virus enveloppés, la libération se fait par bourgeonnement à une membrane cellulaire, soit la membrane plasmique, soit au Golgi, soit au réticulum endoplasmique, ou soit en multiples étapes, comme ici pour les herpesvirus. Alors, selon le virus, différentes protéines virales sont nécessaires pour ce phénomène de bourgeonnement. Donc, pour le type 1 ici, les nucléocapsides sont formés dans le cytosol
Et c'est l'interaction avec la nucléocapside et la glycoprotéine qui sera dans le membrane plasmique qui permet le bourgeonnement. Ensuite, donc ça c'est alphavirus, on n'a pas regardé, c'est un virus ARN. Pour les rétrovirus, pour le VIH, c'est la protéine de matrice ou de capside qui sont essentielles pour le bourgeonnement. Et il n'y a aucune implication des glycoprotéines enveloppes. Pour le VIH, on peut exprimer la polyprotéine GAG, elle va former des particules bourgeonnées toute seule, indépendamment de la présence des glycoprotéines enveloppes. Pour d'autres cas, par exemple le virus de l'hépatite B, c'est uniquement la glycoprotéine d'enveloppe qui permet le bourgeonnement. Et le dernier cas de figure, c'est plutôt une sorte de mix entre le 2 et le 3, c'est-à-dire que c'est les protéines de matrice qui sont importantes, mais d'autres protéines virales peuvent augmenter l'efficacité de bourgeonnement. Donc ça, c'est le cas pour rhabdovirus, les virus ARN brun-moins. On va regarder un petit peu en plus de détails le mécanisme de bourgeonnement du VIH. Alors, parce que dans ce cas, le bourgeonnement et la morphogénèse, la formation de la particule, tout ça va se faire en même temps. Alors, sur les gènes tardifs, on a les ARN non épicés qui permettent la formation de deux polyprotéines. Polyprotéine GAG qui sont en excès et la polyprotéine GAG-POL. Alors GAG-POL, il va avoir la matrice capside-nucléocapside et ensuite protéase reverse transcriptase intégrase. La polyprotéine GAG va avoir la matrice capside-nucléocapside et puis deux petites séquences P6, une petite polypeptide qui code pour une protéine de 6 kilodalton. Donc, les deux polyprotéines GAG et GAG-POL vont s'associer au feuillet interne de la membrane plasmique parce que l'extrémité N-terminale incorpore l'acide myristique. C'est un acide gras ajouté en modification post-traductionnelle. Donc on a un acide gras associé ici qui va permettre la fixation des deux polyprotéines dans la membrane. Donc les deux polyprotéines vont s'associer à la membrane et les nucléocapsides vont se fixer sur l'ARN viral. Petit à petit, une particule bourgeonnée va former, elle sera libérée, et puis une fois que les particules sont libérées, la protéase virale, dans la polyprotéine GAG-POL, sera responsable de la maturation de la capside en clivant GAG dans ses protéines constituantes et en clivant GAG-POL en protéase reverse transcriptase intégrase. Donc, si la protéase est inhibée, on a la libération de particules virales qui sont non infectieuses. Si on a trop de protéases, imaginons que l'on a 0 copie de GAG et que des copies de GAG-POL. Dans ce cas-là, ce que l'on aura, c'est que les protéines sont clivées trop tôt et du coup, on n'aura pas la formation d'une particule virale correcte. Parce que la nucléocapside sera libérée de la matrice et du coup, l'ARN viral, il peut peut-être s'en aller. Donc, cette histoire de ratio correct entre GAG et GAG-POL, c'est très important pour assurer correctement les phases de bourgeonnement et maturation de la particule virale. Ok, donc quel est le mécanisme derrière ça? Donc, on s'est dit, un autre truc là aussi, oui, non, j'ai oublié de dire ça. Même si on inhibe l'activité protéasique de la protéase, la polyprotéine GAG-POL n'est pas capable d'induire le bourgeonnement. Et ça nous indique que c'est quelque chose de spécifiquement présent dans la polyprotéine GAG et absent dans la polyprotéine GAG-POL qui induit la formation de particules virales. Et donc, c'est pour ça que les gens ont commencé à regarder dans ce petit bout de séquence ici, la protéine P6, et de le muter différents motifs pour voir qu'est-ce que ça donne.
Et en effet, on a identifié plusieurs motifs peptidiques dans la protéine P6 qui sont nécessaires pour le bourgeonnement et la libération de particules virales. Donc, on a identifié les domaines L, c'est-à-dire domaines pour la libération des particules virales. Quand elles sont mutées, on peut avoir le bourgeonnement, peut-être la formation de particules, mais il n'y a jamais de libération. Et ça, c'est le rôle de la protéine P6. Ces différents motifs peptidiques, et on les retrouve dans d'autres virus et aussi dans les protéines matrices des virus ARN brun-moins. Donc, on a le même mécanisme qui est impliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, bon, le temps est court et ça relève plus de la biologie cellulaire. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, ces motifs L, les domaines L dans les protéines virales, vont recruter les complexes escort. Et ce sont des protéines cellulaires qui sont impliquées dans le trafic membranaire, dans le trafic vésiculaire dans la cellule. Donc, chaque fois qu'on a des vésicules qui se forment à partir d'une membrane cellulaire, il faut à un moment donné que la vésicule va se détacher de la membrane cellulaire. C'est le complexe escort 3 qui fait ça, qui permet la scission finale. Donc, pour la libération de particules bourgeonnées, les virus enveloppés vont recruter différentes protéines cofacteurs cellulaires qui permettent la formation de ce complexe escort. Et c'est ça qui va permettre la dernière étape, la libération de la particule bourgeonnée à la surface de la cellule infectée. Et ce n'est pas encore fini parce qu'on a encore deux trucs à dire. Libération par bourgeonnement, c'est un processus contrôlé qui ne se fait pas n'importe où à la surface de la cellule. Dans différents cas, on a une libération ciblée. Donc, dans le cas du virus de la grippe, la libération des particules virales, c'est ciblé sur le pôle apical de la cellule, pas sur le pôle basal. Et dans le cas du VIH, lorsqu'on a des interactions entre un lymphocyte T infecté et une cellule présentatrice d'antigènes, la libération des particules se fait sur la zone de contact entre les deux cellules. Donc ça, c'est très important pour favoriser la transmission. Donc les particules virales ne vont pas être libérées un peu n'importe où. Elles sont libérées vraiment là où on a une zone de contact entre les deux cellules. Donc la transmission, l'infection est très très efficace. Et toute dernière étape dans la libération des particules virales infectieuses, pour de nombreux virus, les particules sont libérées d'abord sous une forme immature, qui n'est pas infectieuse, et il faut une dernière étape de maturation pour libérer une particule virale infectieuse. Donc pour le VIH et d'autres rétrovirus, c'est le clivage protéolytique par la protéase virale qui se fait après la libération de la particule virale. Donc ça, c'est nécessaire. Pour les adénovirus, on a quelque chose de semblable. Il y a une protéase virale qui est impactée à l'intérieur de la particule qui va cliver différentes protéines virales. Et dernier exemple, virus de la grippe, le rôle de la neuraminidase. C'est la deuxième glycoprotéine de surface. Elle va cliver des acides sialiques à la surface de la particule elle-même et à la surface de la cellule infectée pour empêcher les particules virales de s'agglutiner entre elles et d'empêcher les particules virales de se refixer directement sur la cellule infectée qu'elle vient de quitter. Donc, ça, c'est vraiment la dernière étape dans la formation de particules virales infectieuses. OK, donc résumé sur assemblage et libération de particules virales. Ce n'est pas aléatoire dans la cellule, il y a des sites de production spécifiques, formation de capsides spontanés ou non, signaux d'impactage souvent importants mais pas pour tous les virus, et libération, mécanisme très important et intéressant de bourgeonnement, et la dernière étape, la libération par
scission de la particule virale embourgeonnée par les domaines L. Ok, donc on se revoit pour certains en TP vendredi, pour d'autres, pour le reste après les vacances.